Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une cette semaine, le bien-être animal, que ce soit pour le corps ou l'esprit, les animaux ont eux aussi le droit à la quiétude, nous montrera TL7 dans la Loire dans quelques instants. Recourir aux chevaux, aux machines sans moteur et faire vivre les pratiques d'autrefois, c'est la passion d'un agriculteur sartois. Un reportage à suivre dans ce journal de LMTV Sarthe. Et puis dans ce journal, nous partirons à la découverte et à l'époque des chevaliers et des templiers. C'est l'un des plus beaux villages de France, la Couvertoirade, que nous découvrirons, un sujet et des images sublimes de Via Occitanie, à voir en fin d'édition. Ils sont plus de 15 000 chaque année à être abandonnés. Les animaux de compagnie sont les principales victimes des départs en vacances. Une donnée malheureuse compensée néanmoins par une prise de conscience de plus en plus importante sur le bien-être animal. Exemple dans la Loire où les animaux ont notamment le droit à des séances d'ostéopathie. Un reportage et des explications de Céline Ercilia pour la rédaction de TL7. Regardez. Pepsi est la jument de 22 ans de Vanessa. Et pour cette propriétaire, il est indispensable de s'occuper du bien-être de sa mamie. Elle a régulièrement recours au service d'une ostéopathe pour s'assurer qu'elle n'ait pas de maux musculaires ou osseux. C'est une tendance qui est d'actualité et c'est très très bien. Les gens font de plus en plus attention à leurs animaux, à leur bien-être, à leurs besoins. Et ça, c'est impeccable parce qu'il y a des choses qui sont importantes. On ne peut pas monter sur le dos d'un cheval sans savoir s'il a mal ou pas. Pepsi passe donc sous les mains expertes de Pauline Barry. Son activité est relativement jeune, mais elle est de plus en plus plébiscitée par les propriétaires d'animaux. Chaque mois, elle peut en voir entre 60 et 90 en consultation. Des animaux comme les chiens qui apprécient particulièrement le moment. Comme Prisca, Pauline sait cibler les problèmes tout en respectant les besoins de ses patients. Même si au début il y a une petite appréhension, parce que souvent je mets mes mains là où ils ont mal, mais c'est vite dissipé quand ils voient que finalement on y va doucement et que je respecte aussi les limites qu'ils me fixent quand ils me disent qu'ils ont mal, et on arrête, on essaye vraiment en fait de rester sous le seuil de douleur. Et si les propriétaires sont de plus en plus attentifs au bien-être physique de leurs animaux, l'aspect psychique est aussi une préoccupation. Marie-Jo Reynaud-Sabot est comportementaliste félin, une discipline peu connue finalement, et pourtant. Le chat, il est un peu considéré comme un meuble dans la maison, alors que lui, il a des vrais besoins. Il a besoin d'interaction dans le jeu, par exemple. Il a besoin aussi d'avoir des coins à lui. La comportementaliste va établir un programme avec les propriétaires pour changer des comportements gênants comme le dépôt d'urine en dehors de la caisse ou l'agressivité, des comportements qui ont pu se développer lors des derniers confinements. Alors que l'on soit chien, chat ou bien cheval, les propriétaires d'animaux s'accordent souvent sur une chose, leurs compagnons méritent une attention particulière pour être bien dans leur tête. Autre tendance qui connaît un succès grandissant depuis des années, le zéro déchet, une pratique qui vise à réduire notre impact sur l'environnement. Dans les Yvelines, la prise de conscience a notamment touché une mère et sa fille qui ont décidé de lancer leur gamme de produits bleu, blanc, vert, c'est son nom. Des produits naturels pour l'entretien de la maison, un sujet de Justine Brasier pour TV78, la chaîne des Yvelines. Bonjour, bienvenue chez Bleu, Blanc, Vert. Société artisanale implantée au Vésiné, Bleu Blanc Vert fabrique des produits d'entretien ménager écologique en zéro déchet. Véronique et Constance, mère et fille, se sont lancées suite à des problèmes de santé. Nous, ça faisait déjà longtemps qu'on faisait des produits d'entretien avec ma mère, parce que moi j'ai des problèmes d'eczéma et ma mère a des problèmes de thyroïde. Et on voulait du coup faire découvrir ces produits-là à notre entourage. Donc à la fin du premier confinement, on s'est dit qu'on allait se lancer. Bleu Blanc Vert propose 8 produits. Ils sont réalisés avec peu d'ingrédients et une composition transparente, comme cette lessive fabriquée à partir d'eau, de savon de Marseille, de bicarbonate de soude et de cristaux de soude. Alors là, on est en train de préparer de la lessive. Vous voyez, l'eau, elle chauffe. Et on va mettre dedans le savon de Marseille naturel. Ou encore ces galets. Là, ce sont des galets détartrants pour les toilettes, toujours avec 4 ingrédients uniquement. Tout est naturel jusqu'à la colle fabriquée maison. L'entreprise a recours à l'économie circulaire. L'emballage est consigné ou réalisé à partir de récupération. Ici, rien n'est laissé au hasard jusqu'au graphisme. On n'a que du noir pour éviter des couleurs à l'impression, parce que c'est très polluant les couleurs à l'impression. Donc je voulais faire attention à ce qu'on ait toujours ce noir qu'on retrouve en monocouleur.
Le zéro déchet, un mode de vie qui tient à cœur à Véronique. Elle livre ses astuces sur le compte Instagram de Bleu Blanc Vert pour sensibiliser. Avec ma lessive, je n'utilise pas de plastique et en fait, je fais aussi attention non seulement à la planète qu'on va laisser à nos enfants, mais aussi à l'intérêt individuel, aux gens, à chaque personne, puisque nos produits sont aussi sans matière toxique, donc bonnes pour la santé, c'est aussi très important pour moi. Dernier produit en date pour la marque, le stick détachant. Voilà, et réduire son empreinte sur l'environnement, cela passe aussi par sa garde-robe. À ce propos, cet été, vous pourriez essayer le maillot de bain éco-responsable. En Corse, vous allez le voir, une jeune créatrice a lancé l'an dernier sa marque de maillot de bain fabriqué à partir de filets de pêche recyclés. Objectif, proposer des pièces tendances tout en prenant soin des océans. Les explications de la créatrice lors d'une séance photo. Elle répondait aux questions d'Arnaud Baresi et d'Ange Orsini de Via Telepaese. Le concept, c'est l'éco-responsabilité. Je fabrique les maillots de bain et l'activewear aussi avec un tissu italien qui est de grande qualité et qui est fabriqué à partir de filets de pêche et déchets océaniques qui sont recyclés et régénérés. Ça me tenait à cœur de trouver un tissu éco-responsable et d'avoir une démarche soucieuse de l'environnement dans une chaîne de production assez courte. C'est la marque qui a créé ça, qui se charge de récolter tous ces déchets dans les fonds marins et ensuite de commencer le processus de recyclage, régénération. Restons près de la plage dans cette édition pour découvrir des produits de la mer exploités au format snacking. Assez étonnant de prime abord, ce concept se veut pratique et accessible. Objectif, proposer des plats rapides et simples à base de poissons, de burgers, de sandwichs ou encore de salades. À Monaco, un restaurant développe une offre bio et faite maison. Reportage de la rédaction de Monaco Info. Regardez. Ils sont 3. Les 2 amis co-gérants, Rémi et Ricardo, ainsi que la chef Sarah. Ils proposent une offre inédite dans les halles de la Place d'Armes, juste derrière la poissonnerie, en face du comptoir. Une offre originale de restauration. Nous avons créé ce concept autour du poisson. Nous, on travaille donc le snacking autour du poisson. On va travailler le poisson sous différentes formes, aussi bien cru, cuit, qu'également en charcuterie sous forme de sandwich. Et là, ça fait 2 ans qu'on a travaillé sur ce projet-là. Et on a voulu proposer vraiment un format de snacking, c'est-à-dire qu'il soit très abordable. Que ce soit pour tout le monde, que tout le monde puisse s'y retrouver. Et l'idée, c'était également de transmettre aussi des valeurs que nos familles nous ont transmises. Par exemple, celle de Rémi qui travaille dans le poisson depuis 4 ou 5 générations, ou autant la mienne qui est une famille de paysans. Donc l'idée, c'était de travailler des produits sains, nobles. Un burger au poisson fait maison avec l'arrivage du jour, des salades, des wok, du ceviche, du tartare, du tataki, mais également, et c'est original, de la charcuterie de la mer, que l'on appelle donc de la mercuterie. La mercuterie, en fait, ça va être un retour un petit peu à des procédés de transformation et de conservation ancestrale. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler le poisson de la même manière que de la charcuterie classique, sauf que là, on va être sur des produits qui vont être beaucoup plus riches en protéines, riches en oméga. C'est des produits qui sont entièrement travaillés à la main également. Par exemple, on va avoir un produit qui plaît énormément, qui va être la mortadelle de thon et de seiche. On a également de la bresaola, du jambon d'espadon. Donc, ce sont vraiment des produits très sains, très nobles. Et on va avoir bientôt aussi des nouveaux arrivages. On va avoir du kebab de thon. On va avoir beaucoup de déclinaisons comme ça de grands classiques. Dans le format poisson. Voilà pour tout ce qui sort des océans. Pour le reste, Maison Mère est livrée pour ses desserts appétissants ainsi que ses légumes frais et de saison, sans oublier les boissons qui s'inscrivent dans une démarche environnementale, comme par exemple les canettes baptisées Océan 52, dont 52% du chiffre d'affaires du distributeur est reversé à la recherche et à la protection des océans. Monaco, la Côte d'Azur et ses célébrités font la une des grands magazines depuis toujours. Parmi eux, Paris Match reste la référence en France. Nous avons le plaisir d'être en duplex avec Caroline Mangès, la directrice de la rédaction de Paris Match. Bonjour Caroline Mangès. Bonjour. Expliquez-nous pourquoi Paris Match est un magazine de proximité finalement très très lu en région. Je crois que parce que Paris Match est un journal emblématique de la France. C'est un journal populaire. Et en fait, ça a été un des premiers hebdomadaires français. C'est un journal qu'on peut laisser sur la table du salon dans les maisons sans que les gens soient heurtés. Et on a toutes ces stars qui sont très emblématiques, de Delon à Johnny, etc., pour lesquels Match était un peu leur journal et qui sont des gens qui ont un succès fou partout en province, qui faisaient des tournées en province, etc. Donc
on a collé à ces gens que les gens aimaient et du coup, on a embarqué toute la France avec nous. Caroline Mangès, comment décidez-vous de la ligne éditoriale de Paris Match, des priorités que vous allez donner à tel ou tel sujet? Alors c'est assez simple de décider de la ligne éditoriale de Paris Match parce que Paris Match est un journal qui a été un petit peu défini par cette formule que tout le monde connaît, qui est le poids des mots, le choc des photos. Donc dans Match, on raconte des histoires. La ligne éditoriale, c'est quel personnage on choisit ou pas. Après, la une de Match, c'est toujours un petit peu un tableau d'honneur. Donc on a un peu évolué ces dernières années en mettant des personnages ou des gens comme Fourniret qui ne mérite pas du tout un tableau d'honneur, mais néanmoins, on met en couverture de Match des gens que tout le monde connaît. Sur la manière de raconter l'histoire dans Paris Match, on fait du storytelling. Ça veut dire qu'on vous explique des choses extrêmement compliquées parfois, mais on passe toujours par des personnages et on amène toujours la preuve en images de ce qu'on dit. Quelle est aujourd'hui la part du numérique pour votre titre, pour Paris Match ? On a eu longtemps une stratégie qui était différente, qui était de faire du flux et de se prendre un peu pour une rédaction qu'on n'était pas. Aujourd'hui, on a une offre numérique payante, nouvelle, qui ressemble à notre univers, qui ressemble à nos sujets, qui est dans le storytelling, qui est dans les maîtres du monde, qui est dans les royals, etc. Et qui est, je pense, et qui repose aussi sur notre trésor, que sont nos archives et notre tradition. Merci Caroline Mangès d'avoir été l'invitée du Grand JT des Territoires. Je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Paris Match et vous étiez d'ailleurs en duplex du studio de Paris Match. Allez, remontons dans le temps dans ce journal pour découvrir ou redécouvrir d'anciennes machines agricoles. C'est l'histoire d'une passion, celle de Serge Vallée, que je vais vous conter maintenant, un agriculteur de la Sarthe, amoureux des chevaux de trait et de l'agriculture à l'ancienne. Dans son champ, il cultive chaque année plus de 2 tonnes de pommes de terre uniquement avec le travail de ses chevaux et de ses vieilles machines agricoles. Un reportage d'Anthony Piton pour LMTV Sarthe, regardez. Ça, c'est un Brabant à 2 chevaux, c'est-à-dire qu'il est réversible. Alors ça s'appelle une rotteleuse, c'était pour récupérer le foin qui avait été fané. La collection de Serge raconte une époque, celle de l'agriculture des années 50, avant les tracteurs. Ces machines sont toutes en état de marche. C'est surtout une valeur sentimentale, parce que tous ces gens qui ont travaillé avec ça à l'époque où ils n'avaient que ça pour se servir, je pense qu'ils ont été très très méritants. Le point commun entre ces engins, ils sont les vestiges du temps de la traction animale dans les travaux agricoles. Dans son champ, Serge, lui, continue de labourer à l'ancienne avec ses chevaux de trait. Personne ne veut se servir des chevaux, ne peut se servir des chevaux, parce que les chevaux c'est bien, mais il faut qu'ils soient éduqués pour pouvoir travailler comme ils travaillent là. S'il fallait vivre du travail des chevaux comme moi je travaille, je ne peux pas vivre. Il y a l'entretien du cheval, il y a le maréchal, il y a le vétérinaire, il y a le suivi sanitaire et ça a un coût. Un coût qui n'est rien à côté de son immense plaisir de perpétuer un savoir-faire et de revivre une partie de sa jeunesse. J'ai travaillé avec les chevaux moi jusqu'à 14 ans. C'était une très très belle époque. Tous les voisins s'entraidaient, tout le monde se donnait la main, tout le monde... que maintenant, ils ne peuvent pas se donner la main parce qu'ils n'ont plus le temps de se donner la main. Tandis que nous, à cette époque-là, tous les voisins s'entraidaient. La moisson, les battages, ça durait 1 mois. Donc c'était... Il n'y avait pas de zizanie comme on peut trouver maintenant, entre voisins. Allez! Dans le futur, le collectionneur n'exclut pas d'organiser des démonstrations. Mais son souhait le plus cher, ça serait de transmettre, pour que la tradition ne disparaisse pas. L'amour des traditions nous conduit dans les Vosges, maintenant dans un atelier hors du temps, celui d'un artisan italien qui consacre sa vie à la reproduction de reliques. Boutons d'uniforme, vêtements ou pièces de monnaie, rien ne se perd, tout se restaure et tout se fabrique ou se refabrique. Reportage d'Hélène Leplat pour Vosges Télévisions.
Travailler dans le temps et plonger dans le passé, c'est la traduction même en latin de Labor Temporis, le nom de l'atelier créé en 2016 par ce fondeur d'art dans le village de Removille près de Neufchâteau. Et rendre visite à Marco Di Saro, c'est traverser les âges. Cet artisan d'origine italienne s'est spécialisé dans la reproduction d'objets historiques sur une période couvrant l'Antiquité à la Première Guerre mondiale. Il fabrique par exemple des boutons d'uniforme des armées napoléoniennes ou des monnaies de l'Empire romain. Jeune, il se prend de passion pour les reconstitutions historiques et décide avec des amis de vivre à l'époque médiévale. On a reconstruit les habitants de notre ville, des habitants simples, voilà, pas des riches à l'époque. Et donc on a commencé comme ça à la fin du XIIIe siècle. Après, on est passé par passion au Premier Empire napoléonien, parce qu'il y avait des régiments italiens qui ont combattu pour la France. Pour vivre pleinement sa passion de l'histoire, Marco Di Saro va suivre une formation en bijouterie et se spécialiser dans la fonderie d'art de métaux légers non ferreux. Dans son atelier, il réalise ses moules selon la technique de la fonte à cire perdue, d'où sortiront des pièces de l'époque choisies, comme cette boucle de ceinture romaine. Le geste, lui non plus, n'a quasiment pas changé. Ça change un peu la forme, les matériaux des outils, mais à la fin, sont plus ou moins les mêmes. J'ai parlé de la documentation d'origine, disons à peu près aux 80% des pièces, même plus. Et de là, avec les dimensions, les matériels et la forme, je vais recréer l'objet. Les articles sont remarquables de précision, fabriqués essentiellement en laiton ou en bronze. Marco Di Saro possède ainsi toute une collection de pièces de monnaies antiques. Ah voilà, ça c'est un des premières pièces. C'est vraiment, avec ça on peut tuer quelqu'un. C'est vraiment très très lourd et très gros. Ça c'était un des premières pièces en bronze, les sesterces en fait. Ces petits objets en série ou à l'unité sont commercialisés en ligne, essentiellement auprès de musées, un monde de connaisseurs. Et sur l'époque choisie par l'artisan italien pour ses créations, ils sont moins d'une dizaine en France à exercer comme lui ce métier original. Rêver et voyager en musique, cela pourrait être l'adage de Sébastien Baron, un artiste breton. Ce poète et musicien a décidé de se rendre en exploration au Groenland à bord d'un voilier tout jaune. Poussin, c'est son nom, servira de caisse de résonance à sa pratique culturelle et à des rencontres avec les populations locales. Départ prévu pour le Nord l'an prochain. Explications et reportages de Claire Villalon pour TVR à Rennes. Bienvenue, voici Poussin, le voilier avec lequel je vais partir au Groenland l'année prochaine. Et lui, c'est Sébastien Baron, un drôle d'artiste qui a décidé d'aller au bout d'un rêve peu commun. J'imaginais un tout petit bateau, et je ne sais pas pourquoi, mais je l'imaginais jaune, et naturellement c'est devenu Poussin. Et Poussin, pour moi c'est aussi quelque chose de mignon, et puis un poussin sur la banquise qui est le titre, le nom du projet. Je trouvais que ça avait du sens. Oui. Ce flibustier des temps modernes n'en est pas à sa première traversée. J'ai fait un premier voyage dans les eaux chaudes, et puis donc là j'ai eu cette envie, cette vision d'aller naviguer dans les glaces et aller à la rencontre des populations inuites du Groenland. Pour mener à bien ce projet, Sébastien a fait construire un voilier sur mesure dans un matériel très résistant, l'inégra basalte, et il a pensé à tout. Ici on est dans le carré de Poussin, dans l'espace intérieur, l'espace de vie, et donc a été conçu dès le départ un endroit ici même pour mettre un instrument de musique. Et pas n'importe lequel. Voici mon fidèle compagnon de route. Protégé des chocs, son fidèle accordéon pourra l'accompagner partout, car son expédition est un savant mélange nautico-artistique. L'idée, c'est de créer un ciné-concert au retour du voyage, avec des images que je vais prendre pendant le voyage, mais également à la construction. Il y a déjà des images qui ont été tournées. Et ensuite, l'idée, c'est de créer de la musique sur ces images-là que je vais pouvoir diffuser dans divers lieux, dans des cinémas, dans des médiathèques, dans des salles de spectacle. Le départ est prévu en avril 2023 et Sébastien cherche encore des sponsors pour financer son périple musical et poétique. Et en l'écoutant, on se dit que la banquise a bien de la chance.
Voilà, et plus proche de chez nous, à Metz, il est aussi possible de naviguer sur l'eau tout en musique et en histoire. C'est en tout cas la promesse d'un capitaine qui embarque ses hôtes lors d'une balade sur la Moselle. Une occasion de découvrir le patrimoine local, sa faune et sa flore. Une escapade poétique à l'heure de l'apéritif à laquelle s'est jointe Chloé Gaillard de Moselle Télévision. Regardez. Sur le quai des Régates à Metz, une dizaine d'aventuriers s'est retrouvée pour 2 heures de balade sur la Moselle. Dans une ambiance feu de camp, le capitaine Roby s'apprête à lever l'ancre sur sa petite Calédonie. Ici, petit comité, et patrimoine et nature. Je suis originaire de la région et j'ai redécouvert Metz comme un touriste. Et je me suis rendu compte qu'on avait la chance d'avoir une ville magnifique, avec un riche patrimoine, avec une nature exceptionnelle. À la barre, le chef de bord se plaît à faire découvrir l'histoire, la nature et le patrimoine local. Un moment apprécié par les navigateurs. C'est un vrai moment de bonheur, c'est vraiment un moment de sérénité, c'est vraiment un très très bon moment. Il y a quelque chose qui passe là sur cette rivière, il y a de la poésie, il y a de la lumière, il y a de la vie, il y a de la diversité, enfin c'est magnifique quoi. En plus de déguster un verre de vin de Moselle et quelques amuse-gueules en court-circuit, le petit comité se délecte d'un concert acoustique intime. Le partage et la convivialité sont les maîtres mots de cet instant. Il y a une vraie relation de proximité qui se fait avec le public. Parfois, il y a des amis à bord, parfois des gens que je ne connais pas du tout. Et voilà, c'est un vrai havre de paix, un petit moment suspendu comme ça au bord de l'eau et avec des gens super sympas comme le capitaine et puis tous les gens qui sont là. Si les marins d'eau douce profitent en toute sérénité, c'est en partie grâce à leur embarcation solaire. Nous, on est autonome, on n'est pas obligé de charger à quai avec telle ou telle électricité. On peut recharger à quai, mais juste avec les panneaux solaires, il est autonome. Là, on va naviguer, les batteries se sont chargées toute la journée, on est autonome. De quoi admirer et écouter la cité messine, depuis ses parties les plus sauvages jusqu'à la vieille ville illuminée, fièrement gardée par son célèbre temple. Je le conseillerais à des touristes évidemment, mais surtout à des locaux, parce qu'on ne voit jamais la ville de la même façon quand on la découvre sur l'eau. Cette escapade poétique est à savourer tout au long de l'été chaque mardi soir, une occasion d'admirer un beau coucher de soleil ou un envol de cygnes. Voilà, refermons ce journal à présent avec la découverte d'une splendeur de notre patrimoine national. En Occitanie, l'histoire du village de la Couvertoirade est synonyme d'histoire et d'aventure. Cité bâtie par les Templiers au XIIe siècle, la Couvertoirade entraîne ses visiteurs dans une plongée au cœur de l'histoire et des croisades. Une immersion au temps du Moyen-Âge dans laquelle nous conduit Anne-Sophie Pellegri de la rédaction de Via Occitanie. Un reportage éblouissant, vous allez le voir. Tous les chemins mènent à la Couvertoirade, mais un seul à son village fortifié. Bâtie sur le plateau du Larzac, en Aveyron, la cité de la Couvertoirade, fondée par l'ordre des Templiers, a comme un air de légende. C'est en montant sur cet éperon naturel qu'on arrive au cœur de l'histoire. C'est vraiment là le temps des Templiers, vraiment. C'est la partie historique la plus ancienne. Château Templier, XIIIe siècle. En Occident, les Templiers se voient attribuer de nombreuses terres de culture et d'élevage dont les revenus sont destinés à la guerre menée en Terre Sainte. Le plateau du Larzac constitue une base stratégique pour les chevaliers du Temple, car situé à une centaine de kilomètres d'Aigues-Mortes, lieu d'embarcation des croisés. Le seigneur de Montpan va donner cet éperon rocheux, là perdu au milieu de rien, aux Templiers qui, eux, vont nous ériger ce château, qui est un peu une énigme pour les historiens parce que c'est le dernier, l'unique château templier que l'on ait en France. Alors pourquoi sur cet éperon rocheux ? Parce qu'on domine, donc on pouvait défendre naturellement, et puis surtout à la Couvertoirade, il y a quelque chose d'essentiel sur le Larzac, c'est une grande réserve d'eau. Pendant plusieurs siècles, les habitants auront accès à l'eau potable grâce à ce rocher, mais aussi à l'aménagement d'un village conçu avec une obsession, la récupération de l'eau. La Couvertoirade a tiré profit d'un terrain pentu pour drainer les eaux de pluie à l'aide de canaux jusqu'à cette Lavogne et permettre ainsi aux bêtes de se désaltérer. Ce n'est qu'en 1975 que le village a accès à l'eau courante et cette villageoise se souvient bien de cette période. Ils avaient donc peu d'eau, il fallait faire attention.
Et puis tous les gens du village qui n'avaient pas de citerne, on se retrouvait à la citerne municipale, la citerne de l'église. Christiane est arrivée à la Couvertoirade en 1971 avec son métier à tisser. Les moutons, eux, étaient déjà sur place. Et si l'architecture du village est construite autour de l'eau, les maisons sont aménagées autour du mouton. Souvent une voûte où il y a les bêtes. Et au-dessus, il y a une pièce d'habitation et tout en haut, un grenier où on met le foin. On vivait ici du mouton. Ça, c'est le rocher. Le mur là au bout, c'est le rocher qui a été taillé. C'est grâce aux bêtes que les hospitaliers faisaient vivre le village. Après l'éradication du trop puissant ordre des Templiers par Philippe le Bel, ce sont eux qui prennent en charge la gestion de la cité et construisent ses remparts. Tous ces témoignages de notre temps sont précieusement entretenus par les habitants de la Couvertoirade. Du château des Templiers aux vestiges les plus récents, comme ce moulin à vent qui aujourd'hui n'a besoin que d'un meunier pour moudre son blé. Chaque année, ce sont plus de 230 000 visiteurs qui découvrent un des plus beaux villages de France, sur une terre classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.